Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Alors je le fais avant d'avoir fini mes lectures de janvier parce que j'ai lu pas mal de livres et je trouvais que ça allait faire beaucoup trop si je vous mettais tout dans un seul update. Donc là j'ai 5 livres à vous présenter, sachant que certains seront rapides et je préfère plutôt que d'attendre janvier et que ça soit vraiment une vidéo beaucoup trop longue, sachant qu'il y a eu des toutes petites lectures, donc c'est pour ça que ça peut sembler beaucoup, mais au final c'était des lectures qui se lisaient assez vite. Alors, au mois de janvier, ma première lecture c'était Un chant de Noël de Charles Dickens, donc je ne l'avais jamais lu, mais j'avais vu l'adaptation, je pense que c'est la dernière adaptation, c'est un dessin animé que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était passé pour Noël, et j'ai vraiment trouvé l'histoire vraiment chouette. Mais en fait, il y a des passages de ce livre que j'ai vraiment l'impression de connaître. Du coup, je sais pas si... Enfin, je suis sûre de ne pas l'avoir lu en entier, mais je me demande si j'ai pas lu certains extraits quelque part, parce qu'il y avait vraiment des scènes où je connaissais trait pour trait tout ce qui se passait, donc c'était un petit peu particulier. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Vous devez sans doute le connaître, il y a sans doute plusieurs personnes qui l'ont déjà lu, mais vraiment je le conseille pour la période de Noël. Je trouve que c'est un conte qui est vraiment chouette et qui est intemporel et pour les enfants aussi qui est vraiment très beau, donc moi je vous le conseille. Donc pour l'histoire, vous suivez Scrooge qui est un vieux monsieur qui est assez... qui est avare, mais qui est tout le temps ronchon, grognon, qui est pas là pour aider les gens, qui est surtout tourné vers lui-même, c'est-à-dire il a un employé, donc il a une étude, il me semble dans la facturage, enfin peu importe, il a un employé, mais bon, lui ce qu'il veut c'est juste que son employé travaille comme il faut, il le paye vraiment d'une manière misérable, et donc il a une vie lui qui lui correspond mais qui n'est pas du tout tournée vers les autres. Et donc là on est le soir de Noël et donc lui bien entendu il a travaillé, il a demandé à son employé de travailler effectivement le jour de Noël, enfin le jour du réveillon de Noël, et donc ensuite le soir il rentre chez lui, il mange très rapidement et il va se coucher. Et donc c'est là la vie qu'il a décidé d'avoir de manière très simple, peu dépensière. Et surtout il ne s'embête pas avec la présence d'autres personnes. Il a un neveu qui l'a pourtant invité, qui continue à être gentil avec lui, qui continue à être très sympa, à le voir de temps en temps, mais il reste complètement fermé et vraiment il ne veut voir personne. Et donc pendant cette soirée de réveillon, en fait il y a l'esprit de son ancien collègue de travail qui va venir le voir et qui va le mettre en garde, puisque lui-même n'a pas eu une vie qui était tournée vers les autres et il en paye aujourd'hui les conséquences sur sa vie d'esprit de fantôme. Et il est là pour lui faire comprendre qu'il a encore le temps de changer les choses avant en fait de subir toutes ces mauvaises actions de sa vie d'humain dans sa vie de l'au-delà en tant qu'esprit. Donc bon, Scrooge au départ il est effrayé, il pense qu'il hallucine, etc. Et puis il est bien obligé de se rendre compte que tout ça est réel et de prendre cet avertissement au sérieux. Donc son ancien collègue va lui dire qu'en fait il y a 3 esprits qui vont venir le voir cette nuit-là et qu'il va devoir les suivre, les écouter et faire ce qu'il leur demande de faire. Donc Scrooge va se coucher, attend de manière très stressée l'arrivée du premier esprit, et donc vous allez avoir 3 esprits qui vont venir. Vous avez l'esprit, le fantôme des Noëls passés, l'esprit du Noël présent et le fantôme des Noëls à venir, qui vont chacun leur tour emmener Scrooge dans leur aventure. Chacun en fait va lui montrer des choses, donc va l'emporter avec lui. Ils vont parfois voler au-dessus de Londres et faire des kilomètres, parfois revenir en arrière, revenir sur des moments clés de la vie de Scrooge, parfois du coup vont l'emmener dans le futur et lui montrer en fait ce qui pourrait arriver s'il ne change rien. Et donc toutes ces aventures vont considérablement changer l'état d'esprit de Scrooge et lui faire prendre conscience de sa vie actuelle, de ce que ça implique et de lui faire prendre conscience des gens qui l'entourent et de ce qu'il lui pourrait faire pour aider ces gens-là. Donc il y a une très jolie morale, c'est une histoire qui se lit très vite, que je conseille même à lire à des enfants, même à faire lire à des enfants. C'est vraiment un très beau message
Il y a beaucoup de fantastique, c'est mystique, etc. Mais c'est ce qu'on aime dans les histoires de Noël, un peu la magie de Noël. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir lu. Comme je disais, cette histoire, elle me parlait sans doute aussi due à l'adaptation, donc c'était pas une totale découverte sur l'histoire, mais j'ai vraiment aimé la découvrir en livre, et donc je vous la conseille, et je pense que ce sera l'histoire que je pourrais relire à tous les Noëls sans souci. Ensuite, j'ai lu une autre petite lecture. Alors celui-là, vous l'avez vu dans mes vidéos récentes, puisque je l'ai reçu dans la box Exploratology, donc c'est une immense sensation de calme. Et ça va être très très compliqué de vous dire de quoi il parle, même s'il est très très court. Vous allez suivre une jeune femme, je ne suis même pas sûre qu'on ait son prénom, donc qui est la narratrice, et on va revenir un peu sur sa vie, mais pas que. Vous savez pas trop où se situe l'histoire, dans quel pays, etc., ni dans quelle époque. Cette narratrice, à un moment, va rencontrer un homme qui s'appelle Igor, et en fait, elle va le suivre après dans son aventure. Donc lui, il récupère du poisson séché chez des personnes, et puis en fait, il les revend dans les différentes habitations qu'il y a le long de son chemin, en fait, c'est son activité. Et donc elle vivait, en fait, avait été recueillie par ces personnes qui, eux, du coup, vendaient le poisson séché. Et du coup, va le rencontrer, va décider de le suivre. Vous n'avez pas vraiment de conversation entre eux, vous n'avez pas grand chose sur la vie qu'ils mènent. Et puis un jour, il va y avoir une tempête de neige qui fait que Igor va tomber très malade. Et du coup, ils vont se retrouver à demander de l'aide à une vieille femme qui vit tout seule dans une cabane qui s'appelle Grisha, il me semble. Et qui va essayer de le soigner et qui en même temps va raconter son histoire à cette narratrice. Donc vous avez plein d'images qui viennent dans l'esprit parce que vous avez vraiment la narratrice qui va vous parler de son passé, donc avec sa grand-mère Baba et donc toute la vie qu'elles avaient, tout ce que sa grand-mère elle lui avait raconté, sa vie aujourd'hui, et puis toutes les histoires que cette autre vieille femme lui raconte. Donc c'est pour ça que c'est très court et vous avez plein d'histoires et du coup c'est un peu difficile de réimbriquer tout ça. L'ambiance générale, c'est une ambiance très calme, c'est une ambiance de nature writing, donc il y a très peu de dialogue, c'est des marches dans la nature. Les histoires, vous avez beaucoup de choses un peu comme des contes, comme des mythes. Vous avez des choses, vous savez pas si c'est en fait une image, une légende. C'est assez particulier. Toutes ces lectures étaient assez particulières. Alors les histoires que raconte Grisha donc dans la deuxième partie du livre sont très intéressantes et vraiment je trouve qu'on est un peu mieux plongé dans ces histoires-là et on se sent beaucoup plus impliqué parce que j'ai trouvé qu'en fait le reste du livre, on est spectateur mais assez éloigné de tout ce qui se passe. On a l'impression de suivre de très loin les personnages et donc encore moins d'être impliqué avec eux. Vous avez Grisha qui elle ressemble un peu ce qu'on pourrait dire à une sorcière, c'est-à-dire qui connaît plein de remèdes à base de plantes, à base d'alcool, etc. Qui va raconter des histoires un peu farfelues où on ne sait pas vraiment si c'était vrai ou... Enfin voilà, c'est très particulier, il se passe pas grand-chose, c'est voilà, une immense sensation de calme, voilà, c'est une lecture très calme. Vous aurez beaucoup d'histoires un peu racontées comme ça, donc je sais pas si je vous le conseille ou pas parce que moi je suis toujours perplexe par rapport à cette lecture, si je l'ai aimée ou pas. Il y a des histoires qui m'ont marqué parce que c'était assez particulier, mais si je dois le refaire un résumé, faire une frise chronologique de ce qui se passe, de cette histoire appartient à qui, c'est très compliqué en fait. Donc il est assez inclassable. Si vous cherchez en fait un livre qui se passe en hiver, où en fait on s'embête pas des détails de lieux, d'époque, de prénoms, etc. Et qu'en fait on raconte juste une aventure, des souvenirs, des histoires qui se racontent de génération en génération. Oui voilà, c'est plutôt ce genre de livre-là. Mais le message à la fin qui est envoyé, je sais pas trop. Donc bon, il se lit très vite du coup, mais on va dire que c'est plutôt une histoire d'ambiance plutôt que juste une histoire où vous suivez un personnage, vous suivez sa vie, etc. C'est plutôt une ambiance qui est retranscrite autour de ces personnages-là que vous rencontrez et que vous n'avez pas vraiment le temps de les apprécier, de les connaître, que c'est déjà fini quoi. Donc c'était un bon moment de lecture, mais je suis pas sûre que je vais en garder beaucoup de souvenirs en fait par la suite.
Alors ensuite, on va parler d'un livre, je risque d'en parler à un petit moment parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que j'ai pas un avis forcément qui correspond aux autres avis que j'ai vus notamment sur d'autres chaînes YouTube. Donc je vous avais dit que ce livre-là était pour le Cold Winter Challenge, celui-là non mais il peut y rentrer, celui que je vous présentais aussi pour le Cold Winter Challenge, donc c'est un hiver long et rude. Alors ma lecture n'a pas été longue mais elle a été rude. Alors, je vais d'abord vous dire pour vous rappeler en gros l'histoire. Donc on est dans les années 60. Donc vous allez suivre toute une famille, mais vous n'allez pas suivre tous les membres de cette famille. Donc on est en présence donc des deux parents qui ont en tout 8 enfants. Donc vous allez suivre par moment des chapitres avec le père de famille. Vous n'allez pas suivre la mère, vous allez suivre la seule fille de ces 8 enfants, donc qui s'appelle Megan. Vous allez suivre l'aîné de cette fratrie qui est Tom. Vous avez les jumeaux, vous n'allez pas les suivre. Vous allez suivre, mais pas de son point de vue, l'avant-dernier, donc qui est Adam, qui a 4 ans. Et voilà, donc ça vous fait un petit aperçu. Donc on est sur une famille canadienne dans les années 60. Cette famille est dysfonctionnelle. Donc, vous avez le père qui est à la tête d'une banque et qui passe son temps à travailler, et dès qu'il rentre à la maison, il s'enferme dans son bureau. Donc pour lui, l'éducation des enfants, la maison, etc., c'est des tâches qui ne lui incombent absolument pas. Hein. Il se contente de ramener l'argent, faut pas lui en demander de plus. Et en fait, il arrête pas de ressasser tout le temps son passé qui était très compliqué. Il avait un père violent, un père qui ne s'est pas vraiment occupé de sa famille, qui a mis sa famille dans des gros problèmes financiers, sociaux, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui le travaille tout le temps et qui en fait lui occupe 100% l'esprit, ce qui fait qu'il n'a plus aucun temps à consacrer à sa famille, ou du moins pour juste crier après ses enfants qu'il faut trop de bruit et qui l'empêche lui de se concentrer dans son bureau. Vous avez la mère qui, elle, joue à la poupée, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle a des enfants, elle se dédie entièrement à ce nourrisson, et puis dès qu'elle est à nouveau enceinte, elle le laisse complètement de côté, elle s'en occupe plus du tout, et elle se concentre sur son dernier enfant. Quand elle a eu son 7e enfant, le médecin leur avait prévenu qu'il ne fallait pas qu'elle en ait un 8e parce que ça mettait sa santé en danger et qu'au niveau de la famille, il valait mieux arrêter là. Mais elle, ce qu'elle aime, c'est être enceinte, avoir des enfants, enfin s'occuper de ses nourrissons parce qu'après c'est comme s'il n'existait plus. Et donc en fait voilà sa vie, c'est de s'enfermer dans sa chambre avec son nourrisson, de s'enfermer dans cette bulle et de laisser complètement ses autres enfants vaquer à leurs occupations alors même qu'ils sont encore des enfants en bas âge. Voilà. Vous avez le premier Tom qui lui en fait a un avenir très prometteur puisqu'en fait il fait des études dans l'aéronautique, il est assez bon dans ce qu'il fait. Malheureusement il y a un drame qui va se passer qui fait qu'il va tomber dans une dépression et donc il va retourner en fait vivre chez ses parents puisqu'il vivait dans un campus et en fait ne plus trouver de sens à sa vie, donc voilà un état de dépression qu'il a du mal à s'en sortir et de toute manière il n'est pas entouré, il ne cherche pas d'aide non plus même si des gens lui en proposent. Et donc il est plongé dans cette dépression. Et il y a Megan qui elle en fait très tôt a pris en charge toute la famille puisque vu que sa mère comme je vous le disais ne s'occupe plus des autres enfants dès qu'ils grandissent, en fait est devenue la mère de substitution et c'est elle qui fait en sorte de maintenir la maison, de s'occuper de ses frères, de s'occuper à ce que le repas soit prêt, que les courses soient faites, que tout le monde ait des habits, tout le monde soit propre, enfin vraiment c'est la mère de substitution. Le problème en fait c'est que Megan elle a pas choisi ça, que Megan elle a pas décidé d'avoir 8 enfants, 7 enfants à 20 ans et qu'elle espère avoir une autre vie, donc elle a pas fait d'études parce que très vite elle s'est rendue compte que si elle continue à faire des études, qu'elle partait de la maison, en fait le foyer allait complètement s'effondrer, mais malgré tout elle a l'impression d'avoir vraiment trop donné et qu'elle s'est oubliée et donc en fait elle va décider d'aller rejoindre une amie en Angleterre pour voilà, commencer sa vie de jeune femme en Angleterre et elle se dit que ça va être un bon exercice pour toute la famille d'apprendre à se gérer eux-mêmes parce qu'en fait il faut bien qu'ils aient conscience qu'en fait elle sera pas toujours là, qu'elle c'est pas la mère de la famille et qu'elle aussi elle a le droit de vivre. Donc vous avez ensuite tous les autres frères qui suivent et vous avez le petit Adam de 4 ans et le dernier qui va naître. Le gros problème que j'ai eu avec ce livre là et que j'ai pas forcément entendu dans les résumés et qui est dû en fait à ce que je suis moi et des thèmes qui m'intéressent, des thèmes qui pour moi ne sont pas à négliger et c'est peut-être aussi pour ça que vous en tant que lecteur c'est pas forcément un thème qui vous aurait mis
hors de vous, ce qui a été mon cas. En fait, la négligence est une forme de maltraitance. Si vous ne vous occupez pas d'un enfant, c'est de la maltraitance. Si un enfant n'a pas mangé, personne ne s'inquiète s'il a mangé dans la journée. Si un enfant n'est pas lavé depuis des semaines, si un enfant sent mauvais, si un enfant n'a pas des habits propres, c'est de la maltraitance. Et c'est ce qui s'est passé, et en fait on a minimisé ça. Et c'est ça que je n'ai pas supporté en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci à ce qu'on fasse un livre, qu'on montre une famille complètement dysfonctionnelle, qu'on montre à quel point il peut y avoir des dérives, notamment avec cet enfant qui est complètement laissé à lui-même et que personne s'occupe, mais on le dénonce en fait. On met les vrais mots qu'il y a derrière. Et là en fait, tous les personnages qui se rendent compte de l'état de ce petit enfant de 4 ans minimisent en disant, enfin, est-ce que je vais retrouver la page où on dit mais il a l'air d'aller bien, il n'est pas maltraité. En fait c'est de la maltraitance. Je n'ai plus le passage, si je l'ai, je vous l'indiquerai juste après écrit. Donc en fait on minimise ça, on a l'impression que chacun essaye de se réconforter en disant oui bon on l'a peut-être laissé un peu de côté mais il est pas maltraité, bien sûr que si en fait. Et même si cet enfant, en fait les gens se disent oh mais il est tellement calme, il pleure jamais, il se plaint jamais, c'est qu'il va bien. Non, enfin c'est pas parce qu'un enfant en fait va pas pleurer parce qu'il a pas à manger, c'est pas parce qu'un enfant va se plaindre qu'il n'a pas d'habit que ça veut dire qu'il va bien en fait. Le fait qu'un enfant se renferme sur lui-même, qu'on l'entend pas, qu'on a tendance même à l'oublier, ça veut pas dire qu'il va bien. Et en fait j'ai détesté tout ça parce que en fait à aucun moment il n'y a pas, enfin en admettant que toute la famille minimise ça, que quelqu'un vienne et se rende compte à quel point ça ne va pas. Et là c'est pas dénoncé, et même quand un personnage va arriver et va vraiment prendre les choses en main pour ce petit enfant, la conclusion ça va être le pauvre mais bon il a l'air d'aller bien. En fait un enfant qui n'a pas à manger parce que sa mère est occupée avec le nourrisson à l'étage, qui sent mauvais tout le temps, et il y a une scène affreuse, alors c'est plutôt vers la fin du livre donc ça peut être considéré comme un spoil si je vous le dis, on l'a laissé dans une situation catastrophique en fait. Il y a un moment un personnage va découvrir, on va dire le point ultime qui va être le déclencheur d'alerte. C'est de la maltraitance de laisser un enfant dans ces situations. Alors même que ce sujet n'est pas le sujet principal du livre, mais moi en fait, je veux dire, ayant travaillé avec des enfants, il y a eu des formations, il y a été sensibilisé à des choses qu'on peut remarquer sur ce qui peut se passer à la maison, sur la maltraitance, etc. C'est des scènes qui ne passent pas dans le sens où ce n'est pas dénoncé. Alors je suis pas là pour faire une polémique sur ce livre, c'est juste pour dire que moi du coup je ne peux pas apprécier ce livre-là, dans le sens où ces scènes-là m'ont mis complètement hors de moi et je ne comprends pas en fait comment on peut dire oh il est touchant, on a juste envie de l'aider. Non mais c'est pas envie de l'aider, enfin ses parents méritent juste de perdre la garde de leurs enfants. Alors je dis ça parce que c'est fictif, donc j'ai le droit de leur sauter tout ce que je veux parce que c'est fictif, et voilà, je demande pas à ce qu'on aille sonner chez eux pour leur enlever la garde de leurs enfants, ces personnages n'existent pas, mais pour moi c'est inconcevable en fait. Et c'est pas genre juste on a envie d'aider ce garçon, on a envie de le prendre et vraiment s'en occuper, que eux en fait n'en aient plus la charge. Donc voilà. Le sujet principal en fait ça va être le traitement psychologique de plusieurs personnages. Donc comme je vous disais, le père qui lui en fait ne comprend pas sa famille. Alors c'est quelqu'un qui a 8 enfants mais qui n'en voulait pas, à tel point qu'il ne prend jamais ses jours de congé à la banque parce qu'il ne veut surtout pas se retrouver avec sa famille. À ce moment là pourquoi tu fais 8 enfants? C'est encore une autre histoire, oui on est dans les années 60 mais quand même. Donc voilà, il est vraiment focus sur son passé, et donc du coup c'est vrai que tous les passages en fait on revient sur son passé parce qu'il est bloqué dedans. Enfin moi j'arrivais pas à ni le prendre en pitié ni quoi que ce soit, parce qu'en fait t'as peut-être eu des soucis mais à un moment par contre t'as eu 8 enfants et donc tu en assumes la responsabilité. Certes t'es eu un passé comme ça, maintenant assume un peu ce qui t'attend, parce que tu te plains aujourd'hui que t'as encore des séquelles d'une enfance horrible que t'as eu, ben fais en sorte que tes enfants n'aient pas la même en fait, tout simplement. Tom du coup lui on sent bien qu'il est dans la dépression, on peut comprendre totalement pourquoi, et on voit petit à petit une petite évolution quand même qui fait que
qu'il reste pas dans cet état-là de manière permanente. Et donc vous suivez Meghan à Londres, donc qui est intéressant parce que vous sortez complètement de cette famille-là, complètement dans ce Canada enneigé, et vous la suivez à Londres qui a commencé de manière très très catastrophique. Et en fait elle va trouver un job dans un hôtel et elle va se lancer vraiment à fond dans ce projet-là. Pour moi c'est pas du tout un livre féministe parce qu'il suffit pas en fait qu'une fille travaille pour que ça soit féministe, et il suffit pas qu'une fille parte de chez elle pour que ce soit féministe en fait, hein. Il faut un peu plus de choses que ça, donc pour moi c'est pas féministe. Voilà, elle travaille et elle a décidé de partir de chez elle. Bon. Et en plus, donc quand elle était chez elle, elle s'occupait uniquement de sa famille, elle s'oubliait totalement. Là le travail qu'elle fait, hop, vous mettez à Londres, vous barrez famille, vous mettez hôtel, hein, parce que je veux dire, elle est tellement impliquée, elle n'a pas vraiment d'amis, elle va rencontrer des personnes un peu comme ça, mais elle n'a pas vraiment d'amis. Elle va pas chercher à retrouver son amie qu'elle allait rencontrer à la base à Londres, et prend même pas le temps de visiter Londres, et à tel point qu'elle est impliquée dans son travail que parfois même elle dort même dans un espèce de KGB à l'hôtel pour rester sur place. Alors on appelle ça une gouvernante, là tout ce qu'elle fait c'est une bonne à tout faire, hein, parce que vraiment s'impliquer autant, donc pour moi c'est pas quelqu'un qui va prendre son destin en main, etc. Pour moi c'est quelqu'un qui en fait a pas remarqué qu'en fait elle a échangé contre un hôtel. Je veux dire, oui on peut décider de partir à des milliers de kilomètres de chez soi, se lancer à fond dans une activité professionnelle, mais là du coup j'ai du mal à voir la différence dans le sens où elle a pas forcément plus de temps pour elle, et qu'elle a pas forcément un épanouissement, enfin je veux dire, comme elle le dit, elle voit pas les mois passer, elle se lance à corps perdu là-dedans. Et ça fait 1 ou 2 ans qu'elle est à Londres, elle a rien visité, elle a pas forcément des amis autres que les gérants de l'hôtel, enfin c'est pas quelque chose, moi personnellement, qui me donne envie, qui me fait rêver en disant moi aussi j'aurais envie de tout quitter et faire ça. Bah non, pas du tout en fait. Alors oui, les gens sont sympas avec elle, ok, donc elle passe sa vie en fait à travailler dans l'hôtel, mais ça va parce qu'il lui offre des bons restos, il lui offre une montre. Non, enfin, moi je l'ai pas perçu comme ça parce que je trouve que... Enfin, la seule chose qu'elle a gagnée, c'est qu'au lieu de s'occuper de ses frères et sœurs comme c'était leurs enfants, elle s'occupe d'un hôtel. Enfin, je peux comprendre que là on a différence d'opinion sur Meghan et sur le fait que est-ce qu'elle a vraiment changé de vie. Voilà, je suis pas sûre. À la fin, elle commence à prendre en considération qu'il faut aussi qu'elle pense à elle, et elle prend des jours de congé, elle fait d'autres choses, etc. Mais il a quand même fallu pas mal de temps pour qu'elle se rende compte, quoi. Le problème que j'ai avec ce livre, donc au-delà de ces problèmes avec le petit Adam, le fait que moi je trouve pas que Meghan justement ait complètement changé de vie et que... Enfin c'est bien ce qu'elle a fait, mais c'est pas non plus un changement total comme on aurait espéré, et pour moi c'est absolument pas féministe, c'est la fin. C'est-à-dire qu'en fait, comme n'importe quel récit, vous partez d'un point A, vous avez un truc qui se passe dans le livre, une intrigue qui fait que tout est chamboulé et qu'on n'est plus sur la situation A, et puis vous arrivez à un point C. Le but c'est de nous donner un message, le but c'est d'arriver quelque part. Là il faudra m'expliquer la différence entre A et C du coup. Parce que si je regarde les personnages qu'on suit, je vois pas où ça nous a emmené, je vois pas des différences, et je vois pas en fait... Enfin pourquoi du coup, tout ça pour ça. Donc voilà, c'est pas une lecture que je dirais de bonne. C'est une lecture qui va me marquer du coup parce qu'elle m'a mis hors de moi. C'est une lecture qui m'a énervée. En fait le prisme de lecture que j'ai eu, ça sera sans doute pas le même que vous aurez. Il y a des gens qui ont adoré ce livre parce qu'encore une fois en fait en tant que lecteur on lit pas de la même manière. Notre histoire, nos centres d'intérêt, notre passé de lecteur fait qu'on a une lecture qui diffère en fait d'une personne à une autre. C'est une lecture qui m'a énervée et donc du coup que je ne peux pas cautionner. C'est pas des messages féministes, enfin j'en ai pas trouvé du coup. C'était des messages plutôt minimisés. Et vraiment j'ai pas compris en fait comment on peut pas soulever ce problème important comme ça. Je veux dire c'est comme hyper problématique ce qui se passe avec cet enfant. Et donc voilà. Si jamais ça intéresse vous de lire en fait une famille au Canada des années 60, une famille dysfonctionnelle, une famille nombreuse où tout le monde se rejette la faute sur lui pour pas s'occuper des enfants parce que le père, oui ben moi je m'en occupe pas parce que j'en voulais pas, la mère, oui ben j'ai un nouveau-né donc je m'en occupe pas, et les garçons, bah c'est pas mes enfants donc je m'en occupe pas, sympa. Voilà, mais par contre si comme moi en fait la maltraitance par négligence, c'est quelque chose qui est difficile à lire. Enfin moi c'était hyper difficile à lire de ce que subissait ce petit enfant. On n'a pas besoin d'être
de taper un enfant, d'être violent avec lui, de le séquestrer pour en fait le maltraiter. C'est pas forcément un livre qui vous plaira non plus, une lecture qui vous plaira, maintenant si vous êtes intrigué par comment ce sujet est traité, peut-être que vous l'avez lu différemment, mais moi en tout cas c'est pas passé. Donc c'était mon résumé pour Un hiver Louis Rude. En revanche au niveau de l'hiver etc on était bien plongé dedans. Ensuite du coup il fallait une lecture vraiment beaucoup plus simple, donc je suis partie vers un jeunesse. Donc c'est Lire est dangereux pour les préjugés. Donc c'est un livre qui est sorti en 2020. Et donc comme je disais c'est un livre jeunesse, enfin c'est un livre qui se passe avec des adolescents, donc des lycéens. Et donc du coup le style est du coup plus simple, plus fluide, on est sur beaucoup de dialogues etc. Donc c'est une lecture qui se fait de manière très rapide et dans un univers d'adolescents. Donc en fait vous allez suivre Clara qui commence son année de terminale dans son lycée, qui est bénévole à la bibliothèque depuis 4 ans parce qu'aux États-Unis le lycée se fait en 4 ans. Et donc elle arrive le premier jour et par mégarde et beaucoup de curiosité, elle va lire un des mails qui est ouvert sur l'ordinateur du bibliothécaire qui était absent à ce moment-là, une liste de médias prohibés qui a été envoyée par le proviseur. Et donc dans les médias prohibés, c'est en fait une liste de livres qui devient interdit, donc on doit enlever de la bibliothèque et qui ne doivent plus être étudiés en littérature. Alors le problème c'est que c'est pas des petits livres comme ça, c'est qu'il y a des grands classiques et il y a notamment des livres qui ont changé la vie de Clara. Donc en fait Clara elle s'était rendue compte déjà l'année d'avant ou 2 ans avant que Hunger Games avait été retiré et elle a eu un peu de mal à comprendre pourquoi on retire de la bibliothèque Hunger Games. Et là vous avez d'autres romans comme vous avez L'Attrape-Cœur, vous avez Eleanor and Park, vous en avez quand même énormément. Et en classique, à part L'Attrape-Cœur, je ne sais plus lesquels sont supprimés. Et en fait Clara comprend pas parce qu'il y en a beaucoup pour lesquels la lecture ça l'a vraiment changé, ça lui a fait beaucoup réfléchir et ça l'a construite. Elle comprend pas comment on peut retirer ces livres-là qui sont très importants pour des adolescents qui peuvent se poser 1 milliard de questions, qui sont dans une phase un peu difficile par moment et ça va la révolter en fait. Et donc au lieu juste de se taire et de se dire je fais mon année de terminale tranquille, je fais en sorte d'avoir un bon dossier pour la fac et on n'en parle plus, après tout c'est juste 1 an qui reste à faire, bah, ça va pas se passer comme ça. En fait le bibliothécaire va lui dire qu'il faut retirer ses livres de la bibliothèque sans forcément lui préciser de quelle manière ils doivent disparaître parce que bien évidemment le bibliothécaire est absolument contre ça, mais c'est un salarié du lycée alors il a rien à dire, donc il lui fait comprendre par petits messages ces livres doivent disparaître. Maintenant après moi je sais pas ce qui se passe et en fait elle va décider de les garder dans son casier et en fait de retirer la jaquette, de mettre des jaquettes blanches à la place et en fait de les prêter à des lycéens. Donc elle va carrément utiliser une application pour savoir qui a ce livre, à qui elle l'a prêté. Elle va récupérer plein d'exemplaires et en fait va se mettre en place une espèce de bibliothèque itinérante clandestine au sein de ce lycée pour que ces livres continuent à circuler et surtout que les adolescents continuent à lire ces livres-là. Il y a même en fait leur professeur de littérature renforcée qui va devoir revoir tout son programme et on sent bien qu'elle n'est pas non plus d'accord et que cette censure ne lui plaît absolument pas. Alors c'est un livre, voilà, jeunesse, ado, etc. Donc vous avez beaucoup de clichés qui reviennent, mais j'ai trouvé que c'était pas tout le temps des éléments de facilité. Alors on retrouve par exemple l'inexistence des parents qu'elle croise vraiment vite fait dans le salon ou à la cuisine et puis vous les voyez juste de scène, ces adolescents qui ont une vie assez folle. Alors moi à chaque fois quand je vois des trucs comme ça je me dis mais alors en terminale clairement on avait juste pas le temps de vivre, on faisait du 8h 18h30 et on avait des devoirs à n'en plus finir, à chaque fois dans les CO les livres ils ont 1000 vies en même temps. Alors là ce qui était bien c'est qu'à un moment on fait une avancée dans le temps parce qu'elle dit qu'elle a pas vu les semaines passées tellement elle a travaillé. Je me dis pour une fois enfin on est un peu plus proche de la réalité, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a monté en place des boîtes à livres en fait dans sa ville, qui est bénévole à la bibliothèque, qui a un club de lecture et qui s'occupe de cette bibliothèque clandestine. Donc ce qui est bien c'est que c'est un livre qui est totalement fait pour les amoureux des livres, pour les amoureux de la lecture et que tout tourne autour de cette lecture. Donc pour ça c'était vraiment très appréciable et je vous le conseille à ce niveau là parce qu'on va parler vraiment que de ça.
Il y avait des facilités qui n'ont pas toujours été faites. Moi il y a des moments où je me dis bon je sens venir ce truc là comme pas possible et finalement non, c'était plutôt agréable. J'ai trouvé ça assez réaliste parce qu'en fait c'est un moment de notre vie où on est vite énervé par des choses, on trouve vite des choses injustes, on a tout de suite envie de se battre pour des choses parce que pour nous c'est vraiment la fin du monde, c'est le combat de notre vie. Là où en étant adulte on mesure un peu les risques et bénéfices, on se dirait allez j'ai 1 an, moi je vais t'intégrer à cette fac donc je vais me taire, c'est pas grave, au pire on peut les lire chez nous, c'est pas grave, ces livres ils sont interdits à la bibliothèque. Que là je comprends tout à fait qu'en étant adolescent on voit qu'il y a des livres qui sont censurés par le lycée et en fait on en fait tout un mouvement clandestin comme ça pour être contre ça. Je veux dire elle va même avoir des comportements pas du tout adéquats face au proviseur pour bien lui faire comprendre son point de vue et j'ai trouvé ça complètement réaliste en fait avec les adolescents de 17 ans. Il y a d'autres sujets évoqués dans ce livre qui étaient aussi intéressants et qui finalement sont liés à cette intrigue principale. Donc moi je vous le conseille parce que, alors si vous aimez lire des livres jeunesse adolescents comme ça, parce que tout est tourné autour de la littérature, autour de certains classiques, autour de la défense de la liberté de la littérature et des livres et que tout le monde devrait avoir accès à n'importe quel livre et l'importance surtout de lire. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai bien aimé l'histoire. C'est pas forcément une histoire bouleversante, transcendante, mais c'est un beau moment et quand on, voilà, par exemple, quand on lit un livre qui nous a mis hors de soi et qu'on veut un petit moment de plus de légèreté à passer à autre chose et en plus qui est complètement sur les livres, je trouve que c'est parfait pour alterner. Donc je vous le conseille si vous aimez ces thématiques-là, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et donc enfin, j'ai terminé le tome 2 de Game of Thrones, donc qui est le Donjon Rouge. Donc là, comme je vous disais, c'est en intégrale avec les 2 premiers tomes. Donc le 2e tome se termine comme il me semble le dernier épisode de la saison 1. Alors si tout ça fait une saison, vous allez dire qu'il manque beaucoup de choses, mais j'ai trouvé quand même que c'était plutôt fidèle. Il y a très peu de scènes finalement qui m'ont complètement surprise, très peu de scènes où je ne connaissais absolument pas ça. Alors il y a forcément des différences, etc. Mais la plupart du temps j'avais les scènes de la série. Donc c'était plutôt assez fidèle. C'est vrai que la série, ça fait très longtemps que j'ai regardé la première saison, donc du coup me replonger c'était assez particulier, surtout quand on connaît le destin des personnages principaux des premiers tomes. C'est assez drôle, mais vu qu'on sait aussi un peu toutes les intrigues qui vont passer après, on repère tout de suite déjà des petits indices ou des caractères, des comportements qui expliquera après d'autres intrigues plus tard. Donc voilà, c'est encore une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je trouve aussi que la traduction est pas forcément parfaite, c'est-à-dire qu'il y avait des tournures de phrases un peu parfois, on se demande si on s'est pas un peu plus compliqué la vie qu'autre chose. C'est des termes forcément parfois qu'on connaît pas parce que ça reprend du coup l'univers médiéval, du Moyen-Âge, etc. Où des fois on a voulu donner peut-être un style un peu plus soutenu, je sais pas, mais c'est vrai que la traduction n'est pas forcément tout le temps fluide, mais c'est quand même une histoire qui se lit de manière, je trouve, très très rapide, on enchaîne beaucoup les pages. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. L'intégrale que j'ai, ce sera les 3 prochains tomes. Donc je sais pas si je vais les lire tout de suite, je pense que je vais attendre quelques mois pour me replonger dans la suite, mais en tout cas c'était une très bonne lecture. Donc voilà pour les livres que j'ai lus, on va dire jusqu'à mi-janvier. Je vous mettrai du coup en fonction si je lis plus ou moins beaucoup de livres en février, du coup les derniers de janvier que février. Là en ce moment je suis en train de lire Les Royaumes du Nord, donc à la croisée des mondes, que j'adore. Donc c'est pour ça que je préfère les réserver dans une autre vidéo pour vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres-là, si vous partagez ou pas mon avis, c'est aussi intéressant parce que comme je vous disais, pour Un hiver long et rude, un autre prisme de lecture peut donner une expérience de lecture différente. J'espère que vous aurez donné envie de lire certains livres tout de même, et parfois en fait quand on a un avis négatif, du coup ça nous donne envie de lire ce livre pour découvrir notre avis. Donc j'avance plutôt bien dans le Cold Winter Challenge parce que contrairement au Pumpkin Autumn Challenge où j'ai lu que certains livres, là pour chaque catégorie il me semble que j'ai lu au moins 2 livres, il me semble. Donc j'avance plutôt bien, on a jusqu'à fin février donc ça me laisse encore le temps. J'ai voulu essentiellement prioriser des lectures autour de l'hiver,
mais en fait je me suis rendu compte que parfois j'avais besoin d'alterner avec d'autres choses parce que c'était un peu trop tout le temps l'hiver, le froid, etc. Mais j'ai toujours des petits livres comme ça qui s'insèrent facilement dedans, donc c'était très bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!